dans les deux premières parties de ce cours, on a vu globalement quelques éléments donc de langage, donc de Python. On a vu, si vous vous rappelez bien, la notion de variable, les différents types de données qu'une variable peut prendre, on va dire des structures de données beaucoup plus avancées telles que les listes, les tuples et les dictionnaires. On a vu également les fonctions qui assurent donc la lecture des entrées et l'affichage des sorties. Donc si vous voulez, c'était déjà des éléments de base de ce langage donc qui est Python. Mais malheureusement, tous ces éléments, on va dire abordés jusqu'à maintenant, ne nous permettent pas vraiment d'écrire de vrais programmes, parce que si vous voulez, pratiquement la seule instruction qu'on a vue, si vous voulez, c'était l'affectation, c'est-à-dire le fait de mettre quelque chose dans une variable, ou également à la limite des fonctions qui assurent la lecture et l'écriture, si vous voulez, pour les entrées-sorties. Mais généralement, pour pouvoir avoir plus de possibilités pour écrire un programme dans un langage de programmation, il y a ce qu'on appelle les structures de contrôle. Et si vous voulez, les structures de contrôle, donc c'est un élément très très important pour n'importe quel langage de programmation. Et ces structures, si vous voulez, de contrôle, on va dire, c'est eux qui vont vraiment assurer qu'un langage de programmation soit riche avec beaucoup de possibilités. Et quand je parle de structure de contrôle, généralement il y en a trois. Il y a les, on va dire, je vais parler en langage algorithmique, donc il y a les si, sinon, donc déjà c'est une première structure de contrôle. Il y a les tant que, par exemple si vous voulez répéter plusieurs instructions, on va dire plusieurs fois jusqu'à ce qu'une condition soit fausse. Et puis vous avez les pour. Donc tant que et pour, c'est ce qu'on appelle les boucles. Donc c'est le fait de, donc bien évidemment, de vouloir répéter un bloc d'instructions plusieurs fois. Ici, sinon, donc c'est exécuté une seule fois, mais avec toujours une condition. Donc si vous voulez, c'est les trois structures de contrôle qui sont généralement disponibles chez pratiquement tous les langages de programmation. Il y a une particularité par laquelle donc je vais commencer sur Python, c'est comment indiquer le début et la fin d'un bloc d'instruction d'une structure de contrôle. Si vous vous rappelez bien, que ce soit au niveau de langage C, C++ ou même Java, si vous voulez, ce qu'on a utilisé, donc je vais vous montrer toute une chose. Donc je vais vous montrer une chose. Alors, si vous vous rappelez bien, sur C et C++, pour indiquer le début et la fin d'un bloc d'instruction, donc on utilisait les accolades. C'est ce qu'on a déjà utilisé sur C, C++ et sur Java, pour les gens qui ont déjà programmé avec Java. Alors, au niveau de Python, bien évidemment, on a toujours la nécessité d'indiquer le début et la fin d'un bloc d'instruction sur une structure de contrôle, mais cette fois-ci, ça ne va pas se faire, si vous voulez, par le biais d'accolade, mais par une notion que je vous ai déjà présenté au niveau on va dire des premières diapositives, c'est la notion d'indentation, c'est-à-dire le Python va utiliser cette notion pour indiquer le début et la fin. Donc concrètement, de quoi il s'agit? Donc concrètement, il s'agit de décaler. Par exemple, supposons que vous allez utiliser une structure de contrôle si. Donc si avec une condition, si la condition est vraie, donc c'est les instructions 1, 2, 3 qui vont être exécutées en premier. Après, on va passer à l'instruction suivante. Si la condition est fausse, donc les trois instructions, donc le bloc d'instructions de cette structure de contrôle qui est ici, ne vont pas être exécutées, mais on va passer directement à l'instruction suivante. Et si vous voulez, justement, pour
marquer ou pour, si vous voulez, indiquer le début et la fin d'un bloc d'instruction, donc qui fait partie de cette structure de contrôle. Donc on va décaler l'écriture vers la droite, comme vous le voyez. Et bien évidemment, le décalage de l'écriture vers la droite peut se faire par le biais de deux moyens. Soit on va ajouter une tabulation en cliquant sur la touche Tab, soit en cliquant juste sur la touche Espace que vous avez sur le clavier. Et vous allez voir, pour l'interpréteur par défaut, je vais utiliser l'espace. Tabulation ne va pas fonctionner. Mais sur certains outils de Python, sur certains autres outils, donc c'est la tabulation qui fonctionne, ou les deux. Mais bon, donc retenez bien, la notion d'indentation, c'est le fait donc de décaler l'écriture vers la droite pour marquer ou pour indiquer un bloc d'instruction, si vous voulez, et ce bloc d'instruction, bien évidemment, il va faire partie généralement d'une structure de contrôle telle que ci. Alors, donc ça, c'est la notion d'indentation. Donc, c'est une notion très très importante en Python. Alors ça, tout ça, je l'ai expliqué. Donc commençons, avant de commencer de vous montrer les différentes structures de contrôle sur Python, donc concrètement parlant, parce que ça c'était juste un exemple, donc ça prenait la forme d'algorithmique parce que j'ai utilisé le si, j'ai pas utilisé le if. Mais si vous voulez, sur les structures de contrôle, il y a une autre, si vous voulez, un autre aspect très très important, c'est la condition. Et si vous voulez, vous allez voir que ce soit pour le si, pour le tant que, à chaque fois, je vais avoir une condition. Si vous, bien évidemment, la condition va respecter, on va dire, une certaine forme. Et puis si vous voulez, pour pouvoir écrire une condition, donc on va utiliser ce qu'on appelle les opérateurs de comparaison. Bien évidemment, ça peut être donc une comparaison d'égalité. Donc ça se fait par deux fois le caractère égal. Ça peut être donc une différence, donc c'est point d'exclamation égal. Ça peut être donc le signe, le caractère donc strictement supérieur, c'est le signe supérieur. Supérieur égal, donc c'est le signe supérieur avec égal, et ainsi de suite. Donc ça, si vous voulez, c'est les opérateurs qu'on va utiliser, bien évidemment, pour pouvoir composer une condition. Et puis là, sur cette colonne, donc exemple, vous avez quelques exemples qui vont plus ou moins donc montrer, si vous voulez, ce que j'étais en train de raconter, parce que par exemple, le fait d'écrire 1 égale à 1, donc c'est une condition, c'est pas une affectation. Là, il faut faire vraiment la différence entre une affectation. Une affectation, c'est une seule fois le caractère égal. Un test d'égalité sur une condition, c'est deux fois le caractère égal. Donc, est-ce que 1 égale à 1? Oui, le résultat va être true. Ça va être, on va dire, un résultat booléen. Et bien évidemment, le type booléen, c'est soit true, soit false. Soit vrai, soit faux. Donc, est-ce que 1 égale à 1? Oui. Donc, c'est true. Est-ce que 1 est différent de 2? C'est true. Imaginons que ici, j'avais par exemple 2 différent de 2. Donc 2 n'est pas différent de 2, donc 2 différent de 2, c'est, le résultat, ça va être false. Est-ce que 1 est strictement supérieur à 2? Le résultat, c'est false. 1 supérieur égal à 2, c'est toujours false. 1 inférieur à 2, c'est true. 1 inférieur ou égal à 2, c'est true. Donc ça, si vous voulez, ça c'est quelques exemples, bien évidemment, pour comprendre le sens de ces opérateurs, on va dire, qui vont être utilisés pour principalement comparer deux valeurs. Et puis, il y a possibilité, donc ça, bien évidemment, tout ce que j'étais en train de raconter ici, c'était beaucoup plus pour des conditions simples. Si bien évidemment, on veut composer des conditions beaucoup plus complexes, donc je vais utiliser ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Donc des opérateurs logiques tels que AND, OR, donc AND c'est pour et, donc c'est par exemple vous allez avoir deux conditions, OR c'est ou, l'une des deux conditions, NOT, c'est-à-dire non, et puis
il y a possibilité d'ajouter les parenthèses, parce que si vous voulez les parenthèses, vous allez mieux comprendre par la suite. Les parenthèses, donc ça peut, donc également c'est un moyen qui permet d'écrire des conditions, on va dire plus ou moins complexes. Alors, commençons donc par la première structure de contrôle qu'on retrouve sur Python. Donc c'est la structure conditionnelle ou alternative, donc c'est sinon pour l'algorithmique, donc if, elif et else pour le langage Python. Alors, si vous voulez la syntaxe plus ou moins donc de cette structure, c'est ce que vous voyez ici à gauche. Donc c'est if, après if, donc il va y avoir une condition. Après la condition, il va y avoir deux points, et puis vous allez avoir un bloc d'instructions qui vont être exécutées si et seulement cette condition est vraie. Et bien évidemment, le bloc d'instructions donc qui fait partie de if va être décalé vers la droite par le biais, bien évidemment, d'une indentation. Et indentation, si vous voulez, sur l'interpréteur, ça va être, on va dire, transformé par l'ajout du caractère espace. Et bien évidemment, sur if et après donc if, vous allez voir elif. C'est dans le cas où cette condition va être fausse. C'est ce qu'on va essayer d'exécuter si on va passer à elif. Bien évidemment, sans exécuter 1, 2 et 3. Donc elif va avoir également une autre condition. Si cette condition est vérifiée, donc c'est les instructions 4, 5 et 6 qui vont être exécutées. Imaginons qu'on va être sur la possibilité ou sur le cas où la condition 2 va être fausse. C'est dans ce cas-là qu'on va passer à else. Et bien évidemment, else, c'est pour dire sinon, c'est-à-dire c'est dans le cas où toutes les conditions, on va dire précédentes, vont être fausses. C'est le bloc d'instructions de else qui va être exécuté. Donc c'est les instructions 7, 8 et 9. Bien évidemment, ce que je vous montre ici, c'est le cas, on va dire c'est le cas général. Bien évidemment, pratiquement ou bien concrètement parlant, je peux utiliser que le if, tout seul. Je peux utiliser le if avec le elif. Et puis je peux utiliser le elif. Donc elif, ça peut paraître plusieurs fois, avec bien évidemment des conditions différentes. Et puis le else, c'est à la fin. Un seul else, un seul if et plusieurs elif. Donc plusieurs elif sont possibles si vous voulez. Mais par contre, par exemple, je ne peux pas trouver elif tout seul. Elif toujours fait partie ou bien elle est plus ou moins liée à if. La même chose pour else. Je ne peux pas trouver else tout seul. Else est toujours lié à if. Donc, mais bien évidemment, vous allez mieux comprendre cela en pratiquant. Si vous voulez, le secret pour apprendre et pour bien maîtriser un langage de programmation, c'est la pratique. Il faut pratiquer, il faut utiliser l'interpréteur, il faut utiliser, faut vraiment l'utiliser. C'est pas une question de retenir les choses par cœur, mais vraiment il faut essayer sur l'interpréteur, et c'est ce que je vais essayer donc de faire à chaque fois, bien évidemment, en développant tous les aspects, toutes les notions inscrits dans ce cours. Alors passons sur un exemple. Imaginons que je vais avoir plus ou moins le petit programme suivant. Donc je vais avoir une affectation, donc je vais mettre 10 dans A, et je vais essayer d'afficher un message en fonction de la valeur de A. Donc si la valeur de A est strictement inférieure à 20, donc je vais dire que A est strictement inférieur à 20. Si supérieur, strictement supérieur, donc je vais dire elle est strictement supérieure à 20, c'est égal à 20, donc je vais dire A égale à 20. Donc ça c'est un programme que je vais essayer d'écrire sur l'interpréteur. Alors sur l'interpréteur, donc pour pouvoir copier le programme, alors je vais d'abord faire une affectation. Donc A égale 10, on va dire je vais mettre 10 dans A. Et donc je vais faire if
A inférieur à 20. Donc, une fois je clique maintenant sur la touche entrée, il va, donc là il a reconnu qu'il s'agit d'une structure de contrôle, donc il va pas encore exécuter parce que j'ai pas encore terminé l'écriture donc de cette structure de contrôle. Donc là bien évidemment, if A inférieur à 20, qu'est-ce que je vais faire? Donc bien évidemment là je vais écrire une instruction, ou bien des instructions qui vont être exécutées seulement si cette condition est vraie. Donc là, je vais introduire la notion d'indentation. Donc là, je vais cliquer sur la touche espace une seule fois. Donc pour que l'écriture soit décalée vers la droite. Et là, donc je vais faire print. Donc je vais faire un affichage, un petit message A est strictement inférieur à 20. Donc là, si vous voulez, si par exemple, maintenant je veux introduire une autre instruction dans if, je dois cliquer sur la touche entrée. C'est pas le cas, là je suis sur le niveau elif. Donc je vais faire elif. Bien évidemment, si cette condition est vraie, c'est cette instruction qui va être exécutée. Et après, on va passer à l'instruction qui va venir après le if. Si cette condition est fausse, donc on va tester elif. Donc c'est une autre condition. Alors A est strictement supérieur à 20. Donc je vais afficher un autre message. Donc là, je vais introduire un bloc d'instructions pour elif. Donc je dois d'abord décaler l'écriture vers la droite en appuyant sur la touche entrée. C'est ce que j'ai fait maintenant. Donc je vais afficher un autre message pour dire A est strictement supérieur à 20. Et donc là, dans le cas contraire, donc de toutes les conditions annoncées précédemment, bien évidemment, en regardant de près, il y a un seul cas qui reste, donc c'est le cas de A égale à 20. Donc c'est ce que je vais afficher comme message. Donc je vais faire else. Bien sûr, else, c'est sans condition. Après if, il faut introduire une condition. Après chaque elif, et je peux avoir plusieurs, il faut introduire une condition. Pour le else, si vous voulez, la condition il est implicite, c'est dans le cas où toutes les conditions précédentes sont fausses. Donc else, alors sur else, toujours je décale l'écriture vers la droite en appuyant sur la touche entrée. Je vais faire print le message A égale à 20. Donc là, j'ai terminé donc l'écriture ou l'introduction donc de cette structure de contrôle if qui comporte donc pour ce cas-là if, un seul if et else. Donc je fais entrer deux fois et là il affiche le message A est strictement inférieur à 20. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai mis sur le A? C'était 10. Donc si vous voulez, comment cette structure de contrôle va être exécutée? If A inférieur à 20. Est-ce que A est inférieur à 20? Oui, 10 est inférieur à 20. Donc c'est ce message, c'est cette instruction qui va être exécutée. C'est print A est strictement inférieur à 20. Et une fois le bloc d'instruction donc en question se termine, les autres ne vont pas être exécutés. Donc je vais passer au suivant. Au suivant, il n'y a rien. Donc là, j'ai terminé. Alors, avant cela, je pouvais, là il faut faire attention, je pouvais par exemple faire autre chose. Faire par exemple if A inférieur à 40, par exemple, je fais print A est strictement inférieur
inférieur à 40. Donc, et donc dans le même bloc d'instructions, je peux introduire plusieurs instructions. Par exemple, maintenant je vais faire print message, par exemple. Et c'est bon. Donc par exemple, if, je peux l'utiliser tout seul. Par exemple, faisant if. Donc déjà, vous regardez ici, contrairement au premier exemple. Donc là, j'ai un seul, j'ai utilisé que le if, sans elif et sans else. Et cette fois-ci, le bloc d'instruction comporte deux instructions au lieu d'une par rapport à l'exemple précédent. Donc là, si vous voulez, il y a beaucoup de possibilités, bien évidemment. Moi, bien évidemment, pour les exemples, généralement, je choisis les exemples les plus simples pour que la compréhension dans un premier temps soit, on va dire, facile à digérer, mais bien évidemment, il y a beaucoup de possibilités. Et là, donc, au niveau de l'exécution, comme le A comporte la valeur 10, donc, cette condition va être vérifiée, va renvoyer, si vous voulez, la valeur true. Donc, je vais exécuter les deux. Et c'est ce que vous voyez ici au niveau de l'exécution. Donc, c'est A est strictement inférieur à 1, à 40, et puis j'ai l'affichage de ce message qui s'appelle, qui est message. Cette chaîne de caractères, donc, qui est message. Je pouvais faire, par exemple, if A inférieur à 40. Donc je vais par exemple changer le message, hein, strictement inférieur, par exemple. Et là par exemple je peux faire elif A égale à 40. Alors je vais faire un autre message égal à 40. Je peux introduire un autre elif A, par exemple ça supérieur à 40, print strictement supérieur. Alors strictement supérieur, c'est bon. Donc là par exemple c'est une autre possibilité, c'est d'avoir un if et deux elif sans else. C'est également une possibilité. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous vouliez faire, bien évidemment. Mais il y a quand même, il y a quelques règles que j'ai déjà évoquées, mais il y a pas mal de répéter les choses. C'est que la présence de if est obligatoire. Après if, donc je peux introduire autant de elif que je veux. Et je peux bien évidemment à la fin faire un else. Donc else c'est toujours à la fin, mais sa présence n'est pas obligatoire. Elif c'est toujours au milieu, ou bien c'est après le if, et la présence de if bien évidemment c'est obligatoire. Donc je ne peux pas trouver elif tout seul. Donc par exemple si je fais elif, comme ça on va tester, hein, supérieur à 20, vous allez avoir une erreur. Parce que c'est pas elif qu'on attend en premier. La même chose pour else, si vous faites else, ça va pas fonctionner. Donc vous allez avoir une erreur, donc invalide syntaxe, c'est-à-dire une syntaxe invalide, si vous voulez. Alors maintenant, on va essayer donc de passer sur une autre structure. Et si vous voulez, que ce soit tant que ou bien pour, donc c'est ce qu'on appelle généralement les structures répétitives ou itératives. Parce que vous allez voir, contrairement à tout à l'heure, si vous voulez, tout ce que vous allez écrire, que ce soit après if, ou bien après elif, ou bien après else, va être exécuté une et une seule fois. Contrairement
aux structures répétitives ou itératives, où tout ce que vous allez mettre, on va dire, en bloc d'instruction, va être exécuté tant que, si vous voulez, tant que la condition est vraie. Donc, ces instructions vont être donc exécutées plusieurs fois. Et donc là, il y a toujours la notion de condition. Et donc, si vous voulez, la philosophie de cette boucle ou bien de cette structure, c'est que, donc, on va commencer d'abord, donc en arrivant ici, on va vérifier si la condition est vraie. Si la condition est vraie, donc on va exécuter l'instruction 1, 2, 3. Et on revient ici. Est-ce que la condition est toujours vraie? Oui, si c'est toujours vrai, donc ça va être itératif, répétitif, on va dire plusieurs fois. Et une fois la condition devient false, ou bien devient fausse, on va passer à l'instruction suivante. C'est-à-dire, on va pas exécuter, on va bien évidemment continuer l'exécution du programme. Donc ça, c'est la philosophie, si vous voulez, ou la logique de la boucle tant que, ou bien de la structure tant que. Regardons maintenant ce que ça va donner sur Python. Alors sur Python, donc c'est while. Donc tant que, généralement, tant que c'est l'algorithmique, si vous voulez. Mais après, pour les langages de programmation, généralement, on va utiliser donc l'onglet. Alors, vous allez avoir le while. Donc le while, donc c'est plus ou moins, donc c'est tant que. Et puis au niveau de while, vous allez avoir une condition. While, condition. Tant que cette condition est vraie, donc je vais exécuter 1, 2, 3 plusieurs fois. Et au moment où cette condition devient fausse, je vais passer à else. Et bien évidemment, sur else, je vais avoir d'autres conditions et après je continue. Donc, si vous voulez, donc ça, c'est le bloc d'instruction qui va être répété. Et bien sûr, ce que vous allez trouver sur le else, c'est un bloc d'instruction qui va être exécuté une seule fois après la fin de la boucle. Parce que si vous voulez, à partir du moment où je vais parler de la fin de la boucle, c'est-à-dire que cette condition est devenue fausse, donc je vais exécuter 4, 5, 6 et après je continue. La présence de else n'est pas obligatoire. Et généralement, on l'utilise jamais. Par contre, bien sûr, while, c'est obligatoire. Donc je ne peux pas trouver else tout seul. Comme c'était le cas avec les structures alternatives ou bien conditionnelles de tout à l'heure. Donc le while, il est obligatoire et généralement le else, donc il est optionnel. Il est supplémentaire, si vous voulez. Alors, bien évidemment, il ne faut pas oublier les 2 points à la fin. Donc là, vous voyez pour les structures, sur la première, on va dire sur la première ligne, plus ou moins, on va avoir à chaque fois le caractère 2 points à la fin. Et le else, comme je viens de le dire, c'est facultatif, c'est supplémentaire, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Alors, essayons maintenant d'exécuter ce que vous voyez ici, toujours avec la variable a. Bien évidemment, je pouvais utiliser d'autres variables, mais bon. Alors, donc, supposons que maintenant, donc je vais faire a égale 0. Donc, c'est une affectation. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans le a? J'ai mis un 0. Et puis, je vais faire, tant que a est inférieur à 5, 2 points. Donc là, il va reconnaître, donc là, si vous voulez, l'interpréteur a reconnu que ce que je suis en train d'écrire, c'est une structure de contrôle, donc il ne va pas exécuter, il va attendre jusqu'à ce que je termine l'écriture de la structure de contrôle pour qu'il exécute, pour qu'il l'exécute, si vous voulez. Donc là, bien évidemment, je vais introduire un bloc d'instruction de la boucle while, de la boucle tant que, donc je dois introduire l'indentation, bien évidemment, je vais appuyer donc sur la touche espace. Et donc je vais, première instruction, c'est print a, donc je vais afficher la valeur de a, et puis l'instruction qui va venir juste après, toujours dans le bloc d'instruction de while, donc je dois donc décaler l'écriture vers la droite en appuyant sur la touche espace. Et donc cette fois-ci, donc je vais incrémenter la valeur a par 1. Donc là, si vous voulez, le a ici est plus ou moins initialisé à 0. Et puis je vais dire
tant que la condition, cette condition est vérifiée, c'est-à-dire tant que A est strictement inférieur à 5, donc je vais afficher la valeur de A, et puis je vais incrémenter la valeur de A. Donc le A va commencer par le 0. Est-ce que le 0 est strictement inférieur à 5? Oui. Donc je vais afficher la valeur de A, et puis le A devient 1. Et après, je revérifie la condition. Est-ce que la condition est toujours vraie? 1 est strictement inférieur à 5. Donc je vais afficher la valeur de 1, je vais l'incrémenter la valeur de A. Donc ça va devenir 2. Et puis je reviens, est-ce que le 2 est strictement inférieur à 5? Oui, donc je vais afficher la valeur de A, je vais l'incrémenter. Donc le A devient 3. Est-ce que 3 est strictement inférieur à 5? Oui, donc je vais afficher la valeur de A, et je vais l'incrémenter. Donc le A devient 4. Est-ce que 4 est strictement inférieur à 5? Oui, c'est toujours oui. Donc print A, et A est augmenté. Le A, cette fois-ci, devient 5. Donc je reviens à la condition, est-ce que 5 est strictement inférieur à 5? La réponse est non, donc cette condition n'est pas vérifiée, donc je ne vais pas exécuter cette fois-ci le bloc d'instruction, je vais donc passer à l'instruction suivante. Et donc c'est ce que vous voyez ici. Donc il a affiché, c'était le print, donc le print il a fait combien de fois? 5 fois. Donc il a affiché print 0, print 1, print 2, print 3 et print 4. Et à chaque fois la valeur de A va augmenter. Donc ça c'est l'exécution bien évidemment de cet exemple. Alors, bien évidemment, je pouvais introduire le else, par exemple en faisant la chose suivante. Donc, je vais réinitialiser la valeur de A, parce que le A maintenant il est 5. Bien évidemment, il garde la dernière valeur. Donc, je vais faire A égale 0. Et donc, je vais essayer donc de faire tourner, de faire dérouler ou d'exécuter ce que vous voyez ici. Donc, je vais faire while A inférieur à 5. Donc je vais décaler l'écriture vers la droite en appuyant sur la touche espace, print A, je décale l'écriture toujours, A égale A plus 1, et cette fois-ci je vais introduire le else qui n'est pas obligatoire pour le while, mais bon. Et là pour le else, c'est-à-dire une fois la condition devient fausse, alors je vais afficher un message, on va dire rigolo. Je vais écrire Toto. Et puis à la fin, je vais faire print. Je vais afficher un petit message et vous allez mieux comprendre pourquoi. La boucle est terminée. Donc la boucle, bien évidemment, est terminée. Donc, si maintenant, donc, j'appuie sur Entrée 2 fois, il y a un petit problème. Pourquoi, à votre avis? Je refais. Donc, le A, il est toujours à 0. Donc, je fais while. Donc, je fais while A strictement inférieur à 5. Print A. Donc je vais faire A égale A plus 1. Je vais faire else. Je vais faire print. Donc je vais exécuter d'abord cet exemple, tout simplement. C'est ce qui est affiché. Donc regardez bien cette fois-ci. Donc là vous voyez, tant que le A est strictement inférieur à 5, donc je vais faire les deux instructions. Si vous voulez, c'est les mêmes instructions de l'exemple précédent. Sinon, une fois cette condition donc devient fausse, je vais faire print Toto. C'est ce qui est fait à la fin, mais une seule fois. Donc là, vous voyez le else, ce qui est à l'intérieur de else va être exécuté une seule fois, une fois la condition donc de while devient, on va dire, fausse. Par contre, les instructions qui se trouvent au niveau de while vont être exécutées plusieurs fois. Après, ici, je peux pas dire combien de fois, parce que cela va dépendre de la condition.
Si la condition est toujours vraie, donc je vais les exécuter. Si la condition devient, on va dire, fausse, je vais passer au suivant, si vous voulez, tout simplement. Donc ça, c'était plus ou moins while, bien évidemment, sans else et avec else, parce que le else est facultatif, et bien évidemment, je ne peux pas trouver le else tout seul. Si vous voulez, l'interpréteur, bien évidemment, va générer une erreur, mais généralement, c'est vraiment cette forme qui est utilisée, c'est-à-dire le while sans le else, si vous voulez, qui est facultatif. Alors, essayons maintenant de voir une autre structure répétitive. Donc, la première qu'on a déjà vue, donc c'est le while. Maintenant, on va voir une autre qui est le for. Et le for, si vous voulez, contrairement au while, ne va pas vraiment comporter une condition. Pourquoi? Parce que pour la boucle for ou bien la boucle pour l'algorithmique, c'est une boucle où on sait a priori combien de fois on va exécuter le bloc d'instruction. Donc là, il s'agit toujours d'une structure répétitive, on va dire itérative, où il va y avoir donc exécution d'un bloc d'instruction plusieurs fois. Mais ici, contrairement au while, où la condition, la présence d'une condition était obligatoire, pour le for, si vous voulez, le nombre de fois où le bloc d'instruction va être exécuté, plus ou moins on va le connaître, si vous voulez, a priori. Alors, pour le for, donc ça c'est la forme de la boucle for. Donc for, je vais avoir une variable, in, je vais avoir un objet, vous allez mieux comprendre, donc 2 points. Donc les instructions 1, 2 et 3 vont être exécutées plusieurs fois. Et une fois je termine, donc par exemple, supposons que je vais exécuter ça 5 fois, une fois, les 5 fois, on va dire achevé, plus ou moins, c'est le else qui de la même façon que la boucle while va être facultatif. Et bien évidemment, ce que je vais trouver à l'intérieur de else va être exécuté une seule fois. Par contre, tout ce que je vais trouver à l'intérieur de for va être exécuté plusieurs fois. Bien évidemment, là, pour les blocs d'instruction, il faut décaler l'écriture vers la droite par le biais de ce qu'on appelle l'indentation, bien évidemment. Alors, essayons un exemple. Donc, essayons l'exemple suivant. Alors, for i. Donc, i, c'est le nom de variable. In range 0 et 5. Donc, je vais faire 2 points. Bien évidemment, là, je dois décaler l'écriture vers la droite. Donc, je vais introduire l'indentation par le biais donc, de la touche espace. Et je vais faire print. Donc, je vais afficher juste la valeur de la variable i. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pour i, donc c'est une variable qui va varier de la valeur 0 à la valeur, donc c'est la valeur que vous voyez ici, moins 1. Donc le i va varier de 0 à 4. Le 5 n'est pas compris. C'est pour ça, après, si vous faites l'exécution, donc il va vous afficher. Donc le i va commencer par 0, donc print 0, et puis le i devient 1, donc print 1, et ainsi de suite, jusqu'à la valeur que vous allez trouver ici, moins 1. C'est la fonction range. Donc range, à chaque fois, va renvoyer une valeur, si vous voulez, allant de 0 jusqu'à la valeur que vous voyez ici, moins 1. Donc la valeur que vous allez voir ici ne va pas être comprise. Donc range donc, permet donc d'avoir un intervalle donc de 0 à 4. Le 5 n'est pas inclus. Alors, essayons maintenant une autre, si vous voulez, un autre exemple. Supposons que maintenant, donc, je vais utiliser une liste de chaînes de caractères, ou bien une liste de caractères. Donc là, c'est les crochets. Donc les crochets, au moment de la création, cela veut dire que je vais utiliser une liste. Si par exemple, j'avais des parenthèses, c'est-à-dire je vais utiliser des tuples. Si j'avais des accolades, c'est-à-dire c'est un dictionnaire.
Alors, le premier élément, donc ça va être le caractère A. Donc, c'est plus ou moins la liste des voyelles. Deuxième, c'est le E, I, le O. À chaque fois, bien évidemment, je sépare les éléments par les virgules. C'est le U. Et après, c'est le Y. Donc ça, c'est une liste, c'est la liste voyelle. Et puis, par exemple, pour la boucle, si maintenant je veux parcourir, si vous voulez, toutes les valeurs, tous les éléments de cette liste, par le biais de la boucle for, donc je vais faire for, i, in. Donc je vais, bien évidemment, parcourir, si vous voulez, de la valeur 0 à la valeur, on va dire time moins 1. Donc je vais faire dire range, qui permet donc d'avoir un intervalle, donc de 0 jusqu'à donc la longueur, la taille de la liste, qui ne va pas être bien évidemment compris. Donc là je vais faire voyelle. Et bien évidemment, à la fin, je dois mettre les deux points. Et je fais entrée. Et donc, c'est maintenant que je vais introduire le bloc d'instruction qui fait partie de for. Donc, je vais faire print, voyelle, i. Donc, à chaque fois, je vais accéder à l'élément i. Et bien évidemment, le i va varier, va changer, va varier, va prendre d'abord la valeur 0, puis 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Et donc là, elle va afficher la valeur contenue dans chaque élément, ou bien la valeur de chaque élément. Donc le premier élément, c'est la valeur A, deuxième, c'est le E, troisième, c'est le I, c'est le O, c'est le U, c'est le Y. Donc ça, c'est une autre, c'est toujours, on va dire, c'est toujours un exemple de la boucle for. Ou bien, donc l'exemple que j'étais en train de faire ici, je peux l'utiliser autrement, toujours avec la boucle for. Je peux dire for i in voyelle. Donc j'utilise directement le nom de la liste. Pour chaque i compris dans voyelle, là c'est plus ou moins pour dire pour chaque élément de la liste voyelle. Donc, je vais l'afficher. Print i. Donc, pour chaque, ça c'est également une écriture qu'on utilise généralement également. Si par exemple on veut parcourir une liste ou bien un tableau. C'est pour chaque élément, ça cela veut dire pour chaque élément de la liste voyelle. Et à chaque fois, l'élément donc courant, je vais le mettre dans la variable i. Je vais l'afficher, ou bien je vais faire un autre traitement, si vous voulez. Moi, à chaque fois, donc si vous avez bien remarqué, pratiquement sur tous les exemples, j'ai utilisé une seule instruction dans le bloc d'instruction de structure de contrôle, et à chaque fois, donc je mets l'instruction print, avec la fonction print, qui affiche, qui permet vraiment de voir le résultat à chaque fois. Mais bon, si vous voulez, bien évidemment, ici, je peux avoir plusieurs instructions dans la boucle for ou bien dans la boucle dans la boucle while de tout à l'heure. Donc ça, c'est une autre façon également qui permet donc de parcourir une liste avec la boucle for. Et bien évidemment, ça, ce qui a été affiché, bien évidemment, que ce soit la première méthode ou la deuxième méthode, va donner plus ou moins le même résultat. Maintenant, on va aborder une autre notion donc de langage Python, une notion qu'on peut également retrouver dans la plupart des, si vous voulez, dans la plupart des langages de programmation, c'est la notion de fonction. Et c'est une notion qui va vraiment également enrichir tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, justement pour pouvoir écrire des programmes, on va dire, riches et avec énormément de possibilités. Donc, une fonction, déjà, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est déjà un sous-programme. Donc, généralement, quand on souhaite développer un programme, généralement, on n'écrit pas le programme en une seule fois, si vous voulez, sur le même fichier, mais généralement, on divise le programme en plusieurs
petit sous-programme, c'est ce qu'on appelle donc une fonction. Donc une fonction, c'est un petit programme, on va dire, ou bien c'est un sous-programme. Alors, mathématiquement parlant, et ça rejoint les fonctions mathématiques que vous connaissez, imaginons que vous allez avoir la fonction suivante. Donc une fonction qui va plus ou moins renvoyer la valeur absolue d'une variable. Donc la variable en question, c'est le x. Donc le x, on va l'appeler pour les fonctions dans les langages de programmation, ce x va être ce qu'on appelle un paramètre ou bien un argument. Donc c'est quelque chose qu'on va donner à la fonction pour qu'elle puisse, si vous voulez, fonctionner. Et puis, donc le f, donc c'est le nom de la fonction. Et puis vous allez avoir donc ici, c'est le traitement qu'on va appliquer sur le x. Donc ici, on fait, si x est strictement inférieur à 0, donc on va renvoyer moins x. Si x est supérieur ou égal à 0, donc on va renvoyer la valeur de x. Donc ça, si vous voulez, plus ou moins, pour renvoyer la valeur absolue pour cet exemple. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc ça, c'est le traitement. Si vous voulez, qu'est-ce que la fonction va faire à partir de ce x, donc qui est le paramètre ou l'argument. Et donc, à la fin, donc il y a une valeur retournée par cette fonction, qu'on va dire c'est la sortie. Et si vous voulez une fonction informatique, ou bien un sous-programme informatique, va fonctionner de la même façon. C'est-à-dire, il va avoir besoin de paramètres ou d'arguments en entrée. Et après, donc, bien évidemment, la fonction en question va porter un nom. Comme exactement la même chose pour les variables, une variable doit porter un nom, une fonction doit porter un nom, et donc la fonction à partir de l'argument, de l'ensemble d'arguments, parce que ça peut être plusieurs, ça peut être x, y, z et ainsi de suite, et donc à partir de ces arguments, va faire un certain traitement, un calcul, et à la fin, elle va nous renvoyer une valeur donc en sortie. Donc ça, si vous voulez, une fonction informatique, si vous voulez, est très proche à une fonction mathématique. Et vraiment, j'ai tenu à utiliser cet exemple parce que mathématiquement parlant, en principe, vous avez pas mal de connaissances. Donc ça peut, donc c'est une façon pour vous simplifier les choses. Donc une fonction informatiquement parlant, ça va fonctionner plus ou moins de la même façon qu'une fonction mathématique. Alors, pour le nom qu'on peut donner pour une fonction, donc c'est plus ou moins les mêmes règles que le nom d'une variable. Donc le nom doit commencer par une lettre, et même là je l'ai pas précisé, le nom d'une variable ou bien le nom d'une fonction, donc doit commencer par une lettre, et peut également commencer par le tiret 8 si vous voulez, mais bon, ça c'est juste un détail. Donc on peut pas ajouter le caractère espace dans un nom. On peut pas utiliser les caractères spéciaux. Une fonction avec une lettre majuscule, c'est différent qu'une fonction avec la lettre minuscule. Par exemple, si vous utilisez fonction f majuscule et fonction f minuscule, pour Python, il s'agit de deux fonctions différentes. C'était la même chose pour les noms de variables. Donc majuscule et minuscule, c'est pas la même chose. Et bien évidemment, il faut éviter d'utiliser les mots-clés du langage. Il faut également éviter d'utiliser des fonctions prédéfinies. Si vous voulez. Alors, pour la définition, bien évidemment, avant de pouvoir utiliser une fonction, on doit d'abord la définir. Donc la définition précède toujours l'utilisation. Alors, pour la définition d'une fonction, donc ça c'est la forme générale. On va utiliser un mot-clé qui s'appelle def. Def, c'est pour dire définition. Après def, donc il y a un espace, le nom de la fonction, et après on ouvre des parenthèses. Et entre ces parenthèses, donc c'est là où on va mettre les différents paramètres. Et à la fin, bien sûr, à la fin de cette première ligne, pour la définition de fonction, il va y avoir les deux points. Donc là, si vous avez bien remarqué, que ce soit dans les structures de contrôle, et maintenant pour la définition d'une fonction, à chaque fois, donc je vais avoir deux points à la fin de la première ligne, si vous voulez. Et bien évidemment, cette fonction va faire un traitement, va faire un certain calcul, si vous voulez,
Et si vous voulez ça, comment ça va se faire? Ça va se faire à travers un bloc d'instruction. Et le bloc d'instruction, de la même façon que les structures de contrôle, on va utiliser l'indentation justement pour indiquer le début et la fin, de la définition d'une fonction. Donc les instructions concernées, donc qui font partie d'une fonction, vont être décalées vers la droite par le biais de l'indentation. Et puis donc là, c'est les fonctions, donc c'est les données, ça les paramètres, c'est les arguments, c'est les données en entrée. Et donc une fonction peut ou pas renvoyer des résultats à la fin. On va mieux comprendre, donc ça c'est le bloc d'instruction, donc c'est le traitement à faire dans la fonction. Et donc ça c'est la définition. Si maintenant on veut appeler ou utiliser une fonction, c'est en utilisant cette forme. Donc on doit bien évidemment, si on appelle une fonction, on doit préciser son nom. Et puis entre parenthèses, donc on va mettre les paramètres en question, donc les paramètres qu'on a déjà déclarés au moment de la définition. Donc ça, si vous voulez plus ou moins, c'est l'aspect théorique. Maintenant, on va passer aux exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, prenons déjà un premier cas, parce qu'il y a plusieurs possibilités. C'est exactement comme les structures de contrôle. Vous allez voir avec les fonctions, avec les sous-programmes, il y a beaucoup de possibilités. Donc, il y a déjà la possibilité d'avoir des fonctions sans paramètres. Donc, c'est ce que vous allez avoir à gauche. Donc là, vous avez la définition d'une fonction qui est sans paramètres. Donc, je vais essayer de reprendre la même chose sur l'interpréteur. Donc, c'est def. Et après, c'est le nom d'une fonction, par exemple, affiché inconnu. Donc, vous allez essayer de deviner ce que va renvoyer, ce que va faire cette fonction. C'est def. Donc là, il n'y a pas de paramètres, entre parenthèses. Et à la fin, donc, je mets 2 points. Et maintenant, je fais entrée, pour bien évidemment continuer. Donc là, l'interpréteur, si vous voulez, il va reconnaître tout de suite qu'il s'agit d'une fonction. Donc il ne va pas exécuter, il ne va rien faire. Donc il attend toujours ce que vous allez introduire, comme c'était le cas avec les structures de contrôle. Donc là, je vais introduire une boucle. Donc bien évidemment, je dois décaler l'écriture vers on va dire, je dois faire un décalage vers la droite. Donc je dois ajouter une indentation. Donc je vais appuyer sur la touche espace une seule fois. Et donc là, je vais faire une boucle. Donc for i in range 0 101. Donc là, je vais faire une boucle. C'est une structure répétitive, donc qui fait partie de la fonction. Et donc, où le i va varier de la valeur 0 à la valeur 101 moins 1, donc de 0 à 100. Et alors, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de cette boucle qui fait partie de la fonction en question? Donc là, je dois d'abord ajouter une indentation pour la fonction, et puis une autre indentation pour la boucle for. Parce que si par exemple, je fais pas cette deuxième indentation, ce que je vais écrire va être considéré comme quelque chose qui fait partie si vous voulez, le niveau de fonction, pas le niveau d'une boucle. Donc là, je vais faire if i modulo 7 égale 0. Donc là, if i modulo 0, donc le i va varier de 0 à 100. Donc le 101 n'est pas compris. Donc si i modulo 7 égale à 0, c'est-à-dire si le i est un nombre multiple de 7, qu'est-ce que je vais faire? Je fais l'afficher. Donc là, cette fois-ci, je dois d'abord faire un décalage vers la droite, une indentation pour la fonction, et puis pour la boucle for, et puis pour
la structure inconditionnelle. Parce que ce que je vais écrire ici, ça va faire partie du if. Donc là, je vais faire print i. Donc, si vous voulez, cette fonction, plus ou moins, permet d'afficher tous les nombres multiples de 7 compris entre 0 et 100. Donc là, j'ai terminé. Ça, c'était juste la définition. Donc là, j'ai défini une fonction qui s'appelle afficher inconnu, qui n'a aucun paramètre, qui va m'afficher tous les nombres multiples de 7 compris entre 0 et 100. Si maintenant, je veux exécuter, je veux appeler, je veux utiliser cette fonction, donc je dois l'appeler par son nom. C'est tout à fait normal. Donc je vais faire afficher inconnu. J'ai pas de paramètre. Je fais entrer. Et donc là, elle a exécuté. Donc l'interpréteur, si vous voulez, a exécuté cette fonction. Donc la fonction doit être d'abord définie avant que je puisse l'utiliser. Donc là, il a affiché tous les nombres multiples de 7, de nombres entiers bien évidemment, multiples de 7 compris entre 0 et 100. Donc c'est 0, 7, 14, 21, 28 et ainsi de suite jusqu'à 98. Si par exemple maintenant, imaginons que je vais exécuter cette fonction, c'est la même pour une deuxième fois. Ah là, j'ai une erreur. À votre avis, pourquoi j'ai maintenant cette erreur? On me dit que cette fonction n'est pas définie. Parce que tout simplement, c'est par rapport au nom. Donc là, vous voyez que la fonction que j'ai définie tout à l'heure, ou que j'ai appelée et ça marchait, c'était afficher inconnu, mais affiché avec un A minuscule. Là, c'est A majuscule, donc ça ne fonctionne pas. Pour lui, là, il s'agit d'une autre fonction qui n'est pas définie. Donc c'est pour ça qu'il y a une erreur. Donc là, quand même, il faut faire attention. Alors, continuons sur les exemples. Donc ça, c'était le cas d'une fonction sans paramètre. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. C'est la définition. Et puis ça, c'est l'appel. Comme vous le voyez ici. Donc déclaration et définition, ça veut dire la même chose. Alors, maintenant, imaginons que je vais, cette fois-ci, faire une fonction avec paramètres. Donc là, je vais introduire deux paramètres, le A et le B. Ça va être plus ou moins la même fonction, mais donc là, le I, c'est la boucle for, donc le I va varier de 0 à 100. Et donc, je vais vérifier si le I est un multiple de A est un multiple de B, donc je vais l'afficher. Donc là, cette fois-ci, si vous voulez, cette fonction, la deuxième fonction donc, que je suis en train de définir, va afficher tous les nombres entiers multiples de A et B, compris entre 0 et 100. Et donc là, au moment de l'appel, contrairement à tout à l'heure, l'appel ici va se faire, on va dire, presque de la même façon, c'est-à-dire je vais utiliser le nom de la fonction, mais entre parenthèses, je vais préciser deux paramètres, parce qu'au moment de la définition, j'ai dit que cette fonction va recevoir deux paramètres. Donc je dois, au moment de l'appel, je dois mettre deux paramètres ou deux arguments au moment de l'appel. Donc là, je vais définir donc cette fonction. Moi, pour garder, si vous voulez, l'historique, je vais l'appeler afficher inconnu 1. Donc, je ne vais pas utiliser afficher inconnu. Sinon, je vais écraser la fonction précédente. Donc, je vais faire def afficher inconnu. Alors, on va tester le même nom pour voir la réaction de l'interpréteur. Et je pense qu'il va juste l'écraser, donc il va l'accepter. C'est exactement la même chose que, par exemple, je pense, l'utilisation des variables. On peut, par exemple, utiliser une variable i qu'on va utiliser, qui va être un entier, ainsi de suite. Et après, le i peut, par la suite, changer de type. Donc, au lieu que le i soit un nombre entier, par exemple, maintenant, il va devenir un nombre réel. Donc, je vais lui affecter un nombre réel, et après, un chaîne de caractères, et après, une liste. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Python. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais décaler vers la droite. Je vais faire for i
in range, donc 0, 101, donc le 101 n'est pas compris. Je fais 2 fois pour mettre des instructions à l'intérieur de for. Je vais faire if. Donc là, vous voyez ici, il va y avoir une condition plus ou moins complexe où je vais utiliser l'opérateur logique AND. Donc je vais faire if i modulo a égale à 0 et c'est le AND i modulo b égale à 0. Donc là, j'ai une condition plus ou moins complexe avec l'opérateur logique. Et bien évidemment, je ne dois pas oublier 2 points à la fin. Et donc là, je vais décaler 3 fois pour faire print. Et donc là, j'ai défini une nouvelle fonction afficher inconnu qui va écraser. Parce que là, j'ai plus ou moins utilisé le même nom. Bien évidemment, je pouvais utiliser un autre nom. Donc, je vais faire afficher. Et bien évidemment, c'est le contenu, ou bien c'est la dernière fonction déclarée ou définie qui va être pris en considération. Donc, maintenant, si je fais afficher inconnu, comme ça, il va me dire, donc si je mets pas de paramètres, il va me dire que la fonction afficher inconnu doit recevoir 2 arguments, le A et le B. Pourquoi? Parce qu'il va prendre en considération la dernière définition de la fonction, d'une fonction qui s'appelle afficher inconnu. Et c'est celle-ci. C'est cette déclaration qui va prendre en considération, pas la première. Donc là, je dois quand même préciser les variables, les 2 variables. Donc je dois faire afficher inconnu 2. C'est le premier argument. Puis 3. Donc là, en quelque sorte, la fonction va afficher tous les nombres entiers compris entre 0 et 1 qui sont multiples de 2 et de 3. Donc là, il suffit juste de cliquer sur la touche ou d'appuyer sur la touche entrée pour que cette fonction soit exécutée. Et donc là, on vous affiche, mais vraiment très rapidement, après l'appel, donc ça c'est l'appel de la fonction, on va vous afficher tous les nombres entiers, bien évidemment en respectant ce qui est écrit à l'intérieur de cette fonction afficher inconnu. Donc on va vous afficher tous les nombres entiers compris entre 0 et 100. Donc le 101 n'est pas compris. Compris entre 0 et 100, qui sont multiples de 2 et multiples de 3. Donc vous pouvez vérifier bien évidemment qu'il s'agit donc tous ces nombres sont multiples de 2 et 3 à la fois. Donc ça c'était un premier exemple, fonction sans paramètres, et ça c'était une fonction avec paramètres. Alors, si vous avez bien remarqué, dans le cas où je vais avoir des paramètres, j'ai pas besoin de préciser le type des paramètres. Donc c'est un typage implicite. C'était le cas également pour les variables qu'on a déjà déclarées, utilisées au niveau de l'interpréteur, où il n'y avait pas besoin, donc de déclarer ou de préciser le type. Donc le typage se fait d'une façon plus ou moins dynamique au moment de l'exécution. Et puis donc ça, j'insiste beaucoup, la définition d'une fonction doit précéder son utilisation. Parce que si vous avez appelé une fonction qui n'existe pas, elle va, si vous voulez plus ou moins, lancer un message d'erreur. Alors, une autre possibilité, une fonction peut renvoyer une valeur. Et si vous voulez, tout à l'heure, sur les 2 fonctions qu'on a utilisées tout à l'heure, sans paramètres et avec paramètres, donc cette fonction fait un traitement et fait un affichage, mais elle ne renvoie aucune valeur. Donc je récupère aucune valeur au niveau de l'interpréteur. Mais quand même, c'est une possibilité. Donc une fonction sur Python, c'est un sous-programme qui peut renvoyer une valeur. Et bien évidemment, pour renvoyer une valeur, donc je peux utiliser, ou bien on doit utiliser le mot-clé return. C'est pour retourner. C'est le mot return, et je pense au niveau de C et C++, c'est le même mot qu'on utilise pour envoyer une valeur dans une fonction
donné. Donc, regardez, on va cette fois-ci également faire donc une fonction sans retour de résultat et une autre fonction avec retour de résultat. Alors, cette fois-ci, je vais donc faire ou définir une fonction facto, donc qui calcule factoriel, la factorielle d'un nombre. Donc je vais faire def facto qui va prendre un seul paramètre. Bien évidemment, pour calculer la factorielle, je dois préciser la factorielle de quoi. Donc c'est la factorielle du paramètre n que vous voyez ici. Je fais entrer. Bien évidemment, maintenant je vais écrire ou je vais définir la fonction. Donc je dois décaler l'écriture, le bloc d'instruction vers la droite. Je vais initialiser la variable p par 1. Donc je fais entrer. Je suis toujours là. Donc je fais un décalage vers la droite. Je fais for i in range, donc qui varie entre le 1 et n plus 1. Le n plus 1 n'est pas compris. Donc là, le i va varier de 1 à n. Et donc là, je vais décaler deux fois parce que je vais écrire des instructions à l'intérieur de for. Donc déjà, premier décalage, c'est le niveau de la fonction et le deuxième décalage, c'est le niveau de la boucle for. Donc je fais p égale p multiplié par i. Et donc, je fais entrer. Et là, je fais un seul décalage parce que ce que je vais écrire maintenant fait partie de la fonction et pas de ne fait pas partie de for. Donc, si vous voulez, à la fin, j'aimerais bien afficher le résultat que je viens de calculer dans cette boucle. Donc là, je vais faire print. Donc, je vais quand même essayer d'écrire un petit message. La factorielle. Je ne vais pas juste afficher le résultat, on va dire brutalement, mais je vais associer donc l'affichage de résultat par un petit message. C'est ce qu'on fait généralement dans les programmes. Factoriel de virgule, donc je vais afficher la valeur de n, et virgule, donc là, et p. Je fais entrer. Je vais entrer une seule fois. Donc ça, c'est la factorielle. Alors, donc, à votre avis, qu'est-ce que, si pardon, bien sûr, pour pouvoir donc appeler cette fonction, je fais facto, et par exemple, supposons que je veux calculer la factorielle de nombre 5. Comme ça. À votre avis, une fois je clique sur le bouton, sur la touche, pardon, entrée, donc il va exécuter, il va appeler la fonction. Donc la fonction existe bien. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, cette fonction facto, maintenant, va faire un traitement, il va faire un affichage. Donc l'affichage va se faire à l'intérieur de cette fonction. Donc il va faire la factorielle de 5 et 120. Vous pouvez bien évidemment vérifier. Donc là, sur la calculatrice, la calculatrice. Donc la factorielle de 5, c'est 20. Donc là, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que, donc là je vais, donc scientifique, alors la factorielle, donc c'est 120. Donc là, il a fait le travail, c'est très bien. Le problème on va dire de ce genre d'approche, et généralement ce qu'on souhaite, c'est qu'une fonction
fait que le calcul, ne fait pas d'affichage. Parce que là, si vous voyez bien, la fonction facto, donc, fait le traitement et fait l'affichage. Et donc, au moment de son appel, donc j'ai le résultat directement qui est affiché. C'est tout à fait, c'est bien. Mais généralement, on préfère qu'une fonction renvoie une valeur. Et au niveau du programme, on va dire principal, c'est là où je vais faire les affichages, ou bien probablement je vais appeler une autre fonction. Donc là, si vous voulez, ça comment ça va se faire? Ça va se faire, donc renvoyer une valeur calculée sur une fonction. Donc renvoyer ça ou sur le programme, donc qui appelle, on va dire généralement c'est le programme principal, donc le programme qui va appeler la fonction, c'est donc en utilisant le mot-clé return au niveau de la fonction. Donc essayons maintenant à peu près de garder la même fonction, mais cette fois-ci on va utiliser, au lieu d'afficher la valeur de P, on va renvoyer la valeur de P. Quand je dis renvoyer, c'est-à-dire on va renvoyer un résultat vers le programme qui a appelé cette fonction. Ce programme, ça peut être le programme principal, ça peut être une autre fonction. Une fonction peut appeler, à l'intérieur d'une fonction, je peux avoir un appel vers une autre fonction et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est possible sur Python, comme c'est le cas probablement dans la plupart des langages de programmation. Essayons maintenant donc de donner une autre définition à cette toujours fonction facto. Donc je vais toujours garder le même nom. Donc il va écraser l'ancienne définition. Et donc là je vais décaler l'écriture vers la droite en cliquant sur la touche entrée. Je vais faire P égale 1. Donc le 1, le P va recevoir la valeur 1. Donc c'est une initialisation. Toujours décalé. Donc je vais faire for I, c'est exactement la même que la définition précédente. Donc je vais faire range 1, virgule, n plus 1, je fais 2 points, et donc là je décale 2 fois, donc une fois pour la fonction et une deuxième fois pour le for. Je vais faire P égale P multiplié par I, et donc là, pour rester toujours sur la fonction, je dois décaler une seule fois, donc je fais return P. C'est-à-dire je vais renvoyer la valeur contenue dans la variable P. Et donc là, j'ai terminé. Donc j'ai redéfini la fonction facto. Maintenant, si je fais facto 5, à votre avis, pourquoi il a affiché 120? Donc, si vous avez bien remarqué, cette fois-ci, il n'a pas affiché le message. Il a affiché juste la valeur renvoyée par facto. Donc, par exemple, et généralement, c'est ce qu'on fait. La valeur, généralement, on fait une affectation, telle que vous la voyez ici. C'est-à-dire, on va mettre la valeur renvoyée par la fonction facto sur une autre variable. Par exemple, ici, ça va être le f, et bien évidemment, sur le f, je vais retrouver la valeur 120. Donc ici, le paramètre, il y a un seul paramètre. Pourquoi un seul paramètre? Parce que si je reviens à la définition, donc c'est ça la définition, c'est donc on va dire un code ou bien une écriture précédée par le mot-clé def. Donc ici, entre parenthèses, j'ai un seul paramètre. Donc c'est pour ça au moment de l'appel, j'ai besoin de préciser un seul paramètre. Donc j'ai fait facto 5, bien évidemment, je peux appeler une fonction autant de fois que je veux. Là, je peux faire un autre appel. Non, là, je me suis trompé. Au lieu d'écrire facto, j'ai écrit factp. Donc, cette fonction n'existe pas. Bien évidemment, c'est pour ça qu'il génère une erreur. Facto 5. Et ainsi de suite. Je peux appeler la même fonction avec un autre paramètre, facto 6. Et ainsi de suite. Bien évidemment, la valeur renvoyée à chaque fois va être différente. Donc ça, c'est un autre cas, donc également possible. Et donc, je vous ai dit que généralement, au moment de l'appel d'une fonction qui renvoie une valeur, généralement, on met l'appel sur une affectation, bien évidemment, pour garder la valeur retournée par une fonction dans une variable et par la suite probablement utiliser
le résultat de cette fonction pour faire autre chose. Donc ça c'est la dernière. Bien évidemment, return, si on utilise le mot return pour envoyer une valeur, return doit être la dernière instruction de la fonction. Mais vraiment la dernière. Parce que une fois l'interpréteur retrouve le mot-clé return, il va arrêter la fonction. La fonction sera arrêtée, si vous voulez. Donc c'est pour ça, il faut que return dans votre fonction soit la dernière instruction donc de la fonction en question. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a possibilité, imaginons que vous êtes en train de faire un traitement qui va renvoyer plusieurs valeurs calculées. À votre avis, est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser plusieurs fois return dans la même fonction? À votre avis, est-ce que cela va être possible? Donc, je vous laisse quand même réfléchir un petit peu. Est-ce que je peux renvoyer plusieurs valeurs dans une fonction? Est-ce que je peux utiliser return plusieurs fois? Donc, c'est une question ouverte à laquelle je vais essayer de répondre, on va dire plus tard. Mais c'est déjà de réfléchir. Alors, il y a quelque chose de très très important qui est généralement évoqué au moment où on présente les fonctions, donc les sous-programmes, c'est la portée des variables. La portée de variables, si vous voulez, les variables, on va avoir plusieurs types de variables, si vous voulez. Je ne parle pas du type de données, mais regardons, si vous voulez, les trois situations suivantes. Vous allez avoir une première situation où vous allez, à l'intérieur de votre fonction, vous allez utiliser une variable qui s'appelle x, où vous allez mettre 5 dans x, et après vous allez afficher la valeur de x. C'est ce que votre fonction va faire, c'est ce que votre fonction va assurer, si vous voulez. Et puis au niveau de l'interpréteur toujours, ici, vous allez appeler la fonction. Donc appeler la fonction, bien évidemment, donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors la première, si vous voulez, situation, donc je vais avoir une fonction qui s'appelle donc def, donc je vais essayer donc quand même de cacher ce qu'on a déjà fait sur l'interpréteur. Donc je vais faire def ma fonction sans paramètres, donc 2 points. Je vais bien évidemment, maintenant je vais définir une fonction, donc le bloc d'instruction de cette fonction doit être décalé vers la droite. Décalé vers la droite, c'est-à-dire que je vais utiliser des espaces. Donc une première espace, déjà une première fois, donc le caractère espace une seule fois pour décaler l'écriture vers la droite. Donc je vais faire x reçoit 5. Et puis, toujours dans la fonction, je vais faire print, donc je vais faire x vaut, c'est égal, je veux dire égal, donc la valeur de x, c'est virgule x, donc là quand même, faire un petit espace, alors, dans la fonction, comme ça. Donc là, j'ai défini une fonction qui s'appelle ma fonction, qui reçoit aucun paramètre, où à l'intérieur, j'ai déclaré une variable qui s'appelle x. Et puis, je vais afficher donc la valeur de x, donc je vais afficher la valeur 5. Donc là, c'est par exemple, j'appelle cette fonction, ma fonction, donc il va afficher, il va exécuter ça, donc il va mettre 5 dans la variable x, et puis il va afficher le message x vaut la valeur de x, donc c'est 5, dans la fonction. C'est ce qui a été fait ici. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. À votre avis, si je fais maintenant print x, si je veux afficher la valeur de x, qu'est-ce qui va se passer sur l'interpréteur?
si j'appuie sur la touche entrée pour exécuter cette instruction, elle me dit que les x n'est pas défini. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la variable x a été utilisée, a été déclarée à l'intérieur de la fonction. Donc, si on est à l'intérieur de la fonction, donc, si vous voulez, la variable x va être reconnue parce qu'elle existe déjà. Mais si on est à l'extérieur, parce que là, on est ici, on est sur le niveau de l'interpréteur. Donc, au niveau de l'interpréteur, c'est pas le niveau de la fonction. Donc, si vous voulez, sur l'interpréteur, donc c'est le niveau le plus élevé. Donc, la variable x n'existe pas. La variable x n'a été jamais, si vous voulez, déclarée ou utilisée au niveau de l'interpréteur. Cependant, cette variable a été déclarée et utilisée sur la fonction. Tout ce qui se déclare, on va dire, à l'intérieur d'une fonction est invisible à l'extérieur de la fonction. Donc c'est pour ça ici l'interpréteur ne reconnaît pas la variable x et c'est tout à fait normal. Donc le x n'est pas défini dans le programme principal car elle est déclarée localement. Donc c'est une variable locale à la fonction qui ne va pas être reconnue. Elle va pas être reconnue au niveau de programme, on va dire, principal ou bien au niveau de l'interpréteur. Il y a une deuxième situation pour vous montrer la portée d'une variable. Donc ça c'est déjà, donc le x ici c'est une variable locale à la fonction qui ne va pas être reconnue à l'extérieur de la fonction. Alors le deuxième cas, et c'est un cas qui ressemble à cette situation. Imaginons que je vais avoir la fonction suivante. Donc je vais utiliser toujours le même nom. Donc def, donc je vais redéfinir la fonction ma fonction. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un seul paramètre. Donc cette fonction va recevoir un seul paramètre que j'ai appelé x. Alors qu'est-ce que je vais retrouver à l'intérieur de cette fonction? Alors je vais essayer d'avoir donc le message. Donc bien évidemment je dois décaler l'écriture vers la droite en ajoutant un seul espace. Donc c'est print, c'est à peu près le même message. X vaut dans la fonction comme ça. Donc là, j'ai défini ma fonction. Donc la fonction, cette fonction reçoit un seul paramètre qui donc j'ai appelé x. Et donc à l'intérieur de cette fonction, je vais juste afficher la valeur de ce paramètre, si vous voulez. Donc maintenant, si j'appelle ma fonction comme ça, elle va me dire qu'il y a un paramètre que je dois mettre entre les parenthèses. Parce que cette fois-ci, donc j'ai redéfini la fonction, ma fonction, en précisant qu'elle va recevoir un paramètre. Donc au moment de l'appel, au moment de son utilisation, je dois le préciser. Donc ici, je vais faire ma fonction, par exemple, 10, comme l'exemple que j'ai ici. Et donc cette fois-ci, l'interpréteur va exécuter la fonction parce que j'ai respecté, si vous voulez, ce que j'ai déjà défini, bien évidemment, au moment de l'appel. Donc là, il va me dire x vaut 10 dans la fonction. C'est tout à fait normal. Essayons maintenant, si vous voulez maintenant, de faire print x. À votre avis, est-ce que cette fonction, ou bien on va dire, le print x, cette instruction va être exécutée correctement sur l'interpréteur? Donc il suffit juste de cliquer sur la touche entrée pour exécuter. Et là, il va m'afficher le même message de tout à l'heure. Un message d'erreur. Donc l'interpréteur va afficher un message d'erreur. Il va me dire x n'est pas défini. Et c'est tout à fait normal parce que la variable, si vous voulez, le paramètre x que j'ai utilisé ici pour définir la fonction, elle est toujours de portée locale. Elle est toujours considérée comme une variable locale. Donc,
qui a été plus ou moins utilisé à l'intérieur, même s'il est en paramètre, c'est-à-dire entre parenthèses, il est toujours, on va dire, considéré comme une variable locale que je ne peux pas voir, que je ne peux pas utiliser à l'extérieur, bien évidemment, de cette fonction. Bien évidemment, ou bien au niveau de programme, principal. Essayons maintenant de voir une troisième situation. C'est ce que vous voyez ici. Donc, je vais toujours faire def ma. Donc, je vais, on va dire, redéfinir la fonction pour une deuxième fois. Donc, sans paramètre. Et je vais faire une définition. Je vais faire def ma fonction. Et donc là, je vais décaler l'écriture vers la droite. Donc je vais faire print. Donc là, je n'ai pas de paramètre et je n'ai pas de variable locale que j'ai déclarée au niveau de la fonction. Mais je vais faire print. Donc je vais faire x vaut. Donc là, x. Donc là, j'ai défini une fonction. Là, vous la voyez bien. Alors, si par exemple maintenant j'appelle la fonction, à votre avis, est-ce que ça va marcher? Donc là, ça va pas marcher parce que j'ai pas utilisé le même nom. Ma fonction, c'était minuscule. Donc je vais faire ma f majuscule fonction. Est-ce que à votre avis, maintenant, est-ce que cela va fonctionner ou est-ce que cela va marcher? Donc ça, c'est la définition de ma fonction. C'était un appel d'une autre fonction qui n'existe pas. Donc là, j'ai corrigé l'erreur en mettant f en majuscule. À votre avis, est-ce que cet appel, donc de cette fonction, ma fonction, va fonctionner, on va dire, correctement? Non. Pourquoi à votre avis? Parce que donc l'interpréteur, au moment donc, parce que là, une fois que vous faites l'appel, ça veut dire qu'il va exécuter la fonction. Au moment où il va l'exécuter, il va tomber sur print x vaut. Donc ça, c'est un message. Et puis virgule, et là, vous allez avoir une variable qui s'appelle x. Est-ce que moi, sur l'interpréteur, sur le programme principal, est-ce que j'ai déclaré une variable, si vous voulez, une variable avec le nom x? C'était pas le cas. C'était pas le cas, donc au moment de l'exécution, elle va pas reconnaître une variable avec ce nom, c'est pour ça elle va lancer, si vous voulez, un message d'erreur. Essayons maintenant au niveau du programme principal de définir une fonction ou bien d'utiliser une fonction avec le nom x. Donc là je vais faire une affectation x reçoit 3. Et je refais l'appel cette fois-ci, je fais ma fonction. Et donc, bien évidemment, là, il s'agit d'une fonction sans paramètre. Et cette fois-ci, il va exécuter la fonction qui est là, avec x vaut la valeur de x, et la valeur de x c'est 3, donc il va afficher le message x vaut 3. C'est tout à fait normal. Et donc là, maintenant, si je fais print x, il va l'exécuter parce que le x, c'est une variable qui est déclarée au niveau du programme principal, qui est déclarée au niveau de l'interpréteur. Donc là, il va afficher la valeur de x. Je peux faire même ça, il va l'afficher. Et donc là, le x que j'ai déclaré ici, il s'agit d'une variable qu'on appelle variable globale. Une variable globale, c'est une variable qui va être définie ou déclarée au niveau du programme principal ou bien au niveau de l'interpréteur. Généralement, on dit le programme principal. Et donc, si vous avez bien remarqué, une variable globale est accessible à n'importe quel lieu, si vous voulez. Même si on va être sur une fonction, la variable globale va être accessible. Contrairement à la variable locale, que ce soit une variable locale dans le corps, bien dans le bloc d'instruction, bien une variable locale qui va être un paramètre d'une fonction, c'est une variable locale. Donc là, si vous voulez,
pardon, ces exemples, c'est pour vous montrer qu'une variable peut être locale à une fonction. Qu'est-ce que cela veut dire? Local à une fonction, c'est-à-dire cette variable ne va pas être accessible, ne va pas être visible à l'extérieur de cette fonction. Contrairement aux variables globales, une fois une variable globale est définie sur un programme principal, cette variable va être accessible à n'importe quel lieu, à n'importe quel, si vous voulez, va être accessible à partir de n'importe quelle autre, à partir de n'importe quelle fonction. Donc une variable globale, c'est une variable qu'on va définir sur le programme principal ou bien sur l'interpréteur. Une variable locale, c'est une variable propre à une fonction qui ne va pas être donc visible à l'extérieur d'une fonction en particulier. Et là, si vous voulez, ça, c'est... Il y a sur Python, donc il y a une règle plus ou moins qui gère la portée de variables, c'est la règle LGI. LGI pour dire local, global et interne. Donc là, par exemple, on va reprendre toujours, donc par exemple ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est une fonction, ma fonction, donc c'est x reçoit 5, prime dans la fonction x vaut x. Donc là vous voyez, regardez, on va essayer donc on va essayer de reprendre ça sur l'interpréteur en faisant ce qui on va dire redéfinir encore une fois une fonction. Bien évidemment, je pouvais utiliser un autre nom, mais bon, moi pour simplifier, donc je vais faire ma fonction. Donc là, à votre avis, pourquoi j'ai une erreur? Parce que j'ai cliqué sur le bouton entrée pour venir à la ligne sans introduire les deux points sur la définition. Donc je vais faire def ma fonction, bien sûr les deux parenthèses, même s'il n'y a pas de paramètres, je fais deux points. Donc je vais décaler l'écriture vers la droite en appuyant sur la touche entrée. Donc je vais faire x reçoit 5, et puis donc je vais faire un autre, toujours un décalage, donc print, pour écrire print, dans la fonction x vaut, donc c'est un message x. Donc là j'ai défini une fonction, j'ai redéfini la fonction, ma fonction, qui va pas prendre un paramètre et qui va afficher la valeur de x, et si vous voulez le x c'est le 5. Donc là par exemple maintenant, si maintenant, regardez, si maintenant je fais ma fonction, donc c'est ce qui va être affiché dans la fonction x vaut 5. Imaginons que maintenant je vais utiliser une variable qui s'appelle x, mais cette fois-ci au niveau principal, au niveau de l'interpréteur, où je vais faire x reçoit moins 15. Alors, à votre avis, si je fais print, cette fois-ci, je fais print x, tout simplement, est-ce qu'il va afficher 5 ou moins 15, à votre avis? Donc, le x que vous voyez ici, c'est une variable locale, qui ne va pas être visible à l'extérieur de cette fonction. Par contre, le x que je vais déclarer ici, c'est une variable globale. Et au niveau du programme principal, j'ai uniquement l'accès aux variables globales. J'ai pas l'accès aux variables locales. Donc là, si je fais print x, là, bien évidemment, je suis en train de parler de la variable x qui est la variable globale. Donc il va afficher, bien évidemment, moins 15. Donc là, bien évidemment, si vous voulez, le fait d'utiliser le même nom pour plusieurs variables et ces variables, il y a une variable qui est globale et l'autre locale, ça peut pousser à
à une confusion, mais si vous voulez, c'est quelque chose quand même que vous devriez comprendre et bien assimiler. Donc là, même s'il s'agit on va dire, d'une variable qui porte, de deux variables qui portent le même nom, à partir du moment où ces variables vont être dans un niveau différent, donc ça c'est le niveau local, et ça c'est le niveau global, niveau local parce que c'est une variable qui a été définie à l'intérieur d'une fonction, ça c'est le niveau global parce que ça a été défini au niveau du programme principal ou bien au niveau de l'interpréteur. Donc là quand je dis print x, donc je suis en train de parler d'une variable qui est globale parce que print x se trouve au niveau du programme global. Donc là, ce x, il est local. Bien évidemment, comme je viens de l'expliquer. Par contre, ce x, le x que vous voyez ici, c'est un x donc global. Essayons maintenant si vous voulez, de faire un autre exemple, justement, pour voir toutes les situations possibles. Imaginons que maintenant, que ma fonction, donc je vais redéfinir une autre fois la fonction, donc je vais faire def, donc je suis ici. Def, ma fonction, donc là, je décale l'écriture vers la droite, print, dans la fonction x vaut, virgule, x. Donc là, j'ai redéfini ma fonction. Donc, ma fonction va juste afficher print dans la fonction x vaut x. Et supposons donc que le x, donc la variable globale, je vais lui attribuer la valeur 3. À votre avis, au moment où je vais appeler la fonction que je viens de définir, ou de redéfinir, ma fonction. Bien évidemment, ma fonction, donc, c'est une fonction qui comporte une seule instruction, qui est print dans la fonction x vaut x. À votre avis, quelle est la valeur qui va être affichée? Est-ce que le fait d'appeler cette fonction de cette façon-là va être plus ou moins être exécuté, on va dire correctement? Donc, dans ma fonction, j'ai une variable x. À votre avis, la variable x ici, ça correspond à quelle variable? Bien évidemment, le x, ce n'est pas un paramètre. Il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune variable x déclaré, on va dire précédemment. Donc le x que j'ai ici, c'est un x que probablement il va être global. Et comme avant l'appel de la fonction, je viens de faire x reçoit 3, donc bien évidemment ma fonction va afficher la valeur 3. Et bien évidemment, cette fois-ci quand je fais print x, elle va afficher ce x parce qu'il y en a un seul si vous voulez. Même si il y avait une variable qui s'appelle x déclarée ou définie à l'intérieur d'une fonction, cette variable par définition va être locale. Donc bien évidemment, quand si vous voulez, j'utilise la variable x au niveau du programme principal, je parle bien évidemment d'une variable globale qui est là. Donc la print x, ça va être 3. Donc le x ici, au niveau de la fonction, bien évidemment, je parle d'un x qui va être global. Donc, x est global, c'est la valeur de programme principal, bien évidemment, qui sera affichée parce que j'ai pas un x local, si vous voulez. Donc, la règle LGI consiste, donc Python, si vous voulez, va vérifier d'abord si la variable est une variable locale. S'il n'est pas local, il va chercher si la variable
Et global, ce n'est pas global, il va chercher si la variable est interne. Et interne, si vous voulez, c'est-à-dire définie ou prédéfinie par Python. Donc, il y a un ensemble de variables, il y a un ensemble de fonctions qui sont définies par défaut sur Python, bien sûr l'interpréteur. Donc, si vous voulez, Python ou l'interpréteur, donc, va, si vous voulez faire les vérifications, notamment sur les variables, en suivant cette règle, et vraiment dans cet ordre. Local, et puis global, et puis interne. Donc, par exemple, tout à l'heure, sur le premier exemple, il va vérifier si cette variable est locale. Si elle est locale, il va considérer sa valeur contenue dans la variable locale. S'il n'y a pas de variable locale, comme c'était le cas dans cet exemple, il va considérer comme global et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une règle très très importante, même si généralement, vraiment, on vous déconseille d'utiliser les mêmes noms de variables, donc les noms, on va dire, et les conseillers, donc il est déconseillé d'utiliser des noms de variables globales comme nom de variables locales, justement pour que votre programme soit visible et soit compréhensible, et pour éviter toute confusion, bien évidemment, toute confusion possible.